Aujourd'hui, on prend un peu tous pour acquis la génération d'images, que ce soit Midjourney, Dall-E, etc. C'est devenu évident qu'on peut générer des images en 2 dimensions ultra qualitatives, photoréalistes, que ce soit de la photo, des illustrations, des objets, voilà, on peut absolument tout faire. Mais il y a un truc qui n'est pas possible depuis encore plusieurs années où on voit les premiers balbutiements, c'est de la génération 3D. Alors, à quoi ça peut servir? On peut se dire de pouvoir générer des objets, des environnements 3D. Et bien en fait, il faut pas beaucoup d'imagination pour se rendre compte que ça pourrait être une dinguerie. Imaginez par exemple des jeux vidéo où votre monde, votre univers se génère sous vos yeux en fonction de votre aventure, en fonction des décisions que vous prenez, tu vois. T'imagines un open world, ton prochain Zelda, sauf que t'es le premier à avoir foulé telle ou telle zone de la carte, et ce serait pas à la Minecraft des trucs autogénérés, mais des trucs vraiment hyper uniques, des visages de personnages qui seraient uniques à ton expérience. Enfin, dans le jeu vidéo, évidemment, les applications sont évidentes, t'as des idées. Et peut-être dans la VR et la R, dans l'informatique spatiale. Exactement. Avec le nouvel Apple Vision Pro qu'on vient de recevoir, etc., c'est évident que pouvoir générer des objets, des visuels, etc. à partir de rien, à partir juste d'une idée, d'un texte, ça risque d'être ouf. Imagine ton Apple Vision Pro et là tu décris ton prochain appart, tu vois, et hop, tu dis tiens, j'aimerais un fauteuil un peu plus large s'il te plaît, en cuir. Ouais, ok, je le mets là, bam. Et tu fais ta déco d'intérieur à la voix. Voilà, à la voix à partir de rien. Donc c'est évident que ce serait fou d'avoir ça. En fait, on y est encore très loin. Et c'est pas forcément intuitif parce que on pourrait se dire non mais moi, je connais les trucs de génération d'IA. En ce moment, ça va à toute berzingue. Et ben, en fait, pas du tout. Vraiment, il faut se rendre compte que la 3D, c'est une sorte de cas à part. Pourquoi c'est plus dur comme ça, la 3D? La raison pour laquelle la 3D, c'est hyper dur d'en faire des modèles de génération convaincants, en rapport avec la quantité de données. Petit flashback, il y a 2 ans à peu près, pour rappel, on s'imaginait même pas encore qu'on allait pouvoir générer des visages en 2D. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2022, c'est la première version de Stable Diffusion ou de Midjourney, etc. Et c'était pourri. On peut voir un petit visuel avec justement l'amélioration de la qualité de Midjourney. Donc tu vois, la première version, t'as un John Wick, il fait un peu peur quand même. La V6 ou la V5. C'est impressionnant. Et là, on arrive à du photoréalisme. Ça pourrait être une affiche officielle que ça n'étonnerait pas. Mais c'est vrai qu'au début, on faisait pas d'humain en fait. Non, mais on s'est dit on va faire des paysages, c'est très bien quoi. C'est ça. Ce n'est plus le cas, c'est incroyable. Et alors qu'est-ce qui a permis cette évolution aussi fulgurante? En fait, c'est la masse de données de qualité. Il faut réaliser que en 2D, juste en images et en photos et en visuel graphique, il y a une manne de données qui existe actuellement et qui a été construite pendant toutes les années d'Internet, quoi, sur une trentaine d'années, à partir des réseaux sociaux, des banques d'images, des sites de graphistes genre Artlist ou des trucs comme ça. En fait, tu te rends compte que la matière de base, tout était prêt en fait pour la génération 2D. Ce qu'on est quasiment sûr de savoir, c'est qu'ils se sont entraînés sur des films et qu'ils ont probablement pris des gros films au box-office, des Avengers, des trucs comme ça, et ils ont fait pause toutes les secondes par exemple avec des captures d'écran pour générer des milliers et des milliers de visuels en très haute qualité en 4K pour rien. C'est pour ça que c'est si joli, parce que la réalité est pas si jolie. Mais les films. Exactement. Toute cette masse de données a permis l'amélioration en qualité fulgurante de ces 2 dernières années. Or, si tu compares avec la 3D, c'est le néant. C'est-à-dire que en 3D, à part quelques banques genre Sketchfab par exemple, Epic Games qui pour Unreal a créé un truc qui s'appelle Reality Scan, qui est un genre de pack d'objets 3D qui provient du réel et de la nature, qui est super quali et hyper utile. On l'utilise non dans notre décor? On l'a déjà utilisé. En fait, il faut réaliser qu'en termes de volume, de taille de dataset, c'est rien, c'est une goutte d'eau à côté de tout ce qui existe en 2D. C'est absolument pas suffisant pour faire quoi que ce soit. Donc les solutions, ce serait quoi? C'est soit que tous les studios de jeux vidéo se mettent d'accord et publient l'ensemble de leurs assets 3D de manière gratuite, open source, pour le bien de la communauté. Autre solution, Mickaël. L'autre solution, c'est de trouver un moyen astucieux de contourner le problème. Et c'est exactement ce que des chercheurs ont fait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est laisser tomber le texte tout 3D. C'est impossible, ou alors pas avant très 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 longtemps. Et le hack, c'est de tirer profit des bonds de géants qui ont été faits pour le coup en texte tout 2D, et ensuite d'essayer de faire du 2D tout 3D. Donc on prend Midjourney ou des modèles équivalents et ensuite d'entraîner des modèles et des systèmes qui sont plutôt capables de transformer ton image Midjourney en scène ou en objet 3D. Du coup, je pose la question, comment on fait pour convertir une image 2D en 3D? Ouais, ça paraît pas évident comme problème. Non, pas si simple. Et là encore, si on revient sur l'idée de film, peut-être que si on a non pas seulement une image, mais une scène qui bouge un peu, ça peut aider un petit peu? Peut-être un peu plus. Et bien justement, en gros, la techno qui existe depuis pour le coup bien plus longtemps que l'IA, c'est une nouvelle technique récente, c'est ce qu'on appelle de la photogrammétrie. Et donc en fait, pour modéliser un environnement 3D,
on prend une multitude d'images 2D. Tu pourrais aussi prendre une vidéo en fait qui bouge, mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on prend énormément de photos avec des angles différents pour avoir la meilleure résolution et on essaye de les assembler au mieux pour créer un objet ou une scène 3D. Et donc, effectivement, ça peut soit passer par avoir genre 50 appareils photo qui prennent simultanément des photos à la chaîne, soit de manière plus réaliste. Tu as ton téléphone, par exemple, tu as une appli dessus. Et tu vas tourner autour de ton sujet et après un temps de calcul, on va te générer un objet 3D. Je me souviens avoir fait ça il y a 10 ans. Et ça permettait déjà à l'époque à partir d'une simple vidéo, de te générer un objet 3D de ta personne. On pouvait faire ça il y a 10 ans avec un téléphone, mais on oublie vite. Hein. Ouais. En fait, il fallait déjà énormément de données. Donc vraiment beaucoup de photos. Et c'était toujours un peu cracra. Je me souviens, il y avait plein d'artefacts et il y avait beaucoup de temps de clean-up en fait, où tu devais aller nettoyer ton image, enlever tous les petits artefacts et les petits bugs. C'est du travail à la main. Exactement, et c'est ça qui explique notamment que du coup les bases de données qu'il y a sur Internet, elles contiennent beaucoup de ces modèles un peu cracra. Et donc ça en fait des très mauvaises bases de données pour entraîner des modèles suivants. Donc il y a une sorte on va dire que le fruit était pourri depuis longtemps, quoi. Et donc il faut trouver une autre solution que la photogrammétrie qui est clairement obsolète. Et cette nouvelle solution, elle est arrivée en 2020. C'est une petite révolution qui s'appelle NERF, comme le jouet finalement. Et ça veut dire Neural Radiance Field, donc champ de rayonnement neuronaux. C'est ce qu'utilise pour vous montrer Google dans Immersive View. C'est un mode dans Google Maps qui permet d'avoir une sorte de vue proche de ce qui fait 3D, entre guillemets, où tu peux comme ça te balader dans une ville et bouger de monument en monument. C'est une technologie qui s'appelle NERF qui permet ça. Et là, pour le coup, on introduit du deep learning, qui permet justement de construire cette représentation 3D à partir de plusieurs images 2D. Évidemment, les résultats sont assez bluffants. Là, si tu vois la différence entre, d'un côté, tu as ce que permet de la photogrammétrie à l'ancienne, entre guillemets, et là, à droite, tu as NERF. Ouais, c'est impressionnant. Ah, c'est fou. C'est parfait. Et voilà, la différence est... Alors, dans les faits, surtout sur ces premières versions, quand tu zoomes, etc., tu vas te rendre compte qu'il y a potentiellement des petits soucis, mais globalement, c'est quand même très, très, très bluffant. Et c'est fou la différence qu'il y a, parce qu'en plus, les conditions de tournage sont très bonnes. C'est un drone qui tourne, donc c'est normalement parfait pour la photogrammétrie. Alors que si en plus, c'est vraiment les conditions parfaites, mais NERF est quand même vachement plus puissant, c'est impressionnant. C'est ça. J'ai pas trouvé ça aussi simple à comprendre que les modèles de diffusion. Mais en fait, il faut réaliser que ça ne génère pas un modèle 3D en tant que tel. C'est-à-dire que c'est pas juste tu lui donnes des images et bam, ça te pond un modèle 3D. Ce qui se passe, c'est que ça entraîne un modèle NERF qui, à partir de plusieurs points de vue, entraîne un réseau de neurones qui est capable de prédire ensuite des nouveaux points de vue. Ton modèle, en input, tu lui donnes des nouvelles coordonnées de caméra. À partir des valeurs de pixels et des autres positions de caméra réelles, il va pouvoir généraliser et guess à ce nouvel endroit de caméra. Je pense que c'est telle valeur de pixels et telle profondeur, entre guillemets. Parce que quelque part, à la fin, l'image, on va quand même la regarder sur un écran 2D. Donc, quand il y a un modèle 3D, ça reste qu'une étape intermédiaire que d'avoir une représentation 3D et à la fin, ça va être reprojeté sur un écran 2D. Et donc là, on zappe en quelque sorte cette représentation intermédiaire. Exactement. C'est exactement ça. Avec un NERF, tu n'obtiens pas de modèle 3D, tu obtiens juste la projection à un nouveau point. Ok. À chaque fois que tu bouges ta caméra, lui derrière, il compute une nouvelle image en utilisant le modèle NERF. Moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre, j'avoue. Là, on voit une illu à gauche, c'est ce qu'on lui a donné en entrée, donc c'est vraiment des photos avec 2-3 points de vue. Et après, ce qu'on voit en grand écran, c'est il tourne autour. C'est ça, exactement. Et donc, c'est toutes ces nouvelles positions, il les imagine en entraînant son modèle NERF sur des images préconçues. Donc, tout le monde s'est jeté sur cette nouvelle techno et l'a améliorée. Il y a eu notamment OzNERF. Donc, à partir d'une simple vidéo, le modèle est capable de bouger la caméra sous n'importe quel angle. Donc, vous allez voir le résultat, c'est assez bluffant. Donc là, par exemple, l'input de base, c'est le chercheur qui a filmé son fils en train de marcher dans un champ et il est capable de jouer la vidéo. Là, il fait un 360 autour du gamin, quoi, alors que ça n'a pas du tout été filmé. Exactement. Lui, ce qu'il a filmé, c'est juste des mouvements normaux, mais qui sont généralisés, qui te donnent une free caméra après pour te balader à l'intérieur. La vidéo commence normalement, mais à peu près à n'importe quel moment. C'est comme si tu pouvais faire pause. Ah ouais, c'est incroyable. C'est une des améliorations qu'ils ont fait, c'est que sur la qualité de l'humain, c'est-à-dire que sur les bâtiments, etc., c'est bien, mais tu regardes le détourage et juste la qualité de la représentation de l'humain. C'est fou parce que là, vous voyez des images qui n'ont jamais été filmées, qui n'existent pas, entre guillemets. Exactement, ouais. Une autre démo très très sympa que j'ai trouvée, ça s'appelle l'ERF. Et donc, c'est une combinaison de NERF, mais avec un modèle de langage qui est capable de non seulement te créer la scène en 3D, mais j'aime pas dire ça parce que techniquement, ça ne crée pas la scène 3D en fait. Donc, il combine le fait de te créer une représentation pluridimensionnelle des images et la compréhension de ce qui s'y trouve. Donc par exemple, tu vas taper plante, il est capable de te faire un zoom hyper smooth et te générer plein de nouvelles images tout autour de l'objet. Ah super, tu contrôles la caméra avec du texte. C'est ça. Le dernier, ça n'a pas de nom, c'est une équipe au Japon qui a créé un plugin pour Unreal Engine
donc qui est un moteur de jeu bien connu, et qui permet de faire des rendus de Nerf nativement directement dans ton environnement Unreal. Sans plus attendre, vous allez découvrir comment vous pouvez par exemple importer votre jardin dans un jeu vidéo. Donc là, tu prends quelques images ou une vidéo de ton jardin, et bam, téléporté dans un moteur de jeu et tu peux te balader et jouer dedans. Le petit hic ici, c'est ce dont je vous parlais, c'est, vous avez bien vu, les collisions, elles sont pas correctes, c'est-à-dire il passait à travers. Exactement, il passait à travers les objets, etc. C'est justement parce qu'il n'y a pas eu cette étape de Nerf tout 3D. C'est pas encore des vrais objets 3D dont Unreal connaîtrait vraiment les dimensions et l'emplacement des polygones et pourrait appliquer son système de collision. Il manque une étape, mais c'est déjà très cool, franchement. Ouais. J'ai envie de jouer dans mon jardin. Les briques dont on a besoin, c'est un bon modèle de texte ou image et ensuite un très bon modèle qui permet de faire de la 2D tout 3D. Vous allez voir, ça va être très utile dans la suite pour pouvoir avoir le Graal, à savoir un système où à la voix on pourrait avoir des mondes qui apparaissent, etc. Juste avant qu'on y arrive, j'ai envie de vous montrer pour le plaisir des petites démonstrations du Nerf, mais appliquées à d'autres domaines, notamment dans la vidéo. Si on combine un Nerf avec les nouvelles techno type Stable Diffusion, etc., qui permettent de faire des remplacements de textures et des choses comme ça, ça donne ça. Si vous regardez ce Bouddha, la version, le Nerf original, par exemple, est en bas, mais quand on le combine avec d'autres technos, ça peut donner ce qu'il y a juste au-dessus, où vous avez un Bouddha doré. Avec derrière tout un ciel qui a été retravaillé. Alors, je sais pas si vous voyez, mais on voit quand même que ça utilise derrière un Stable Diffusion, parce que parfois, si tu regardes l'arrière de sa tête, tu peux voir un visage fantôme qui apparaît. Attention, là. Je l'ai vu. Faut avoir l'œil. Autre exemple bien sympa, c'est pour générer un effet bien connu des cinéastes. C'est un effet très hype où en fait tu fais un zoom, donc tu rapproches ta caméra et en même temps tu tournes la bague de ton objectif. Et ça s'appelle un super zoom, j'ai oublié comment. C'est un travelling compensé. Travelling compensé, merci. Il me semble. Le terme français. Là, vous voyez à quel point c'est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun tremblement, on a vraiment l'impression que le travelling est fait par un robot, quoi. Plus, on a bien l'effet de profondeur distordue, etc. Et bien, en fait, cette vidéo a été faite avec un iPhone. Voilà, c'est juste quelqu'un qui a demandé à sa cobaye de ne pas bouger dans la rue. Donc, elle bouge vraiment pas. Par contre, ça, c'est impressionnant. Et le mouvement qui est fait avec l'iPhone, c'est pas d'aller tout droit, justement, mais c'est de tourner un peu autour, comme ça, comme une sorte de spirale, pour prendre de l'information. C'est dans le but du Nerf, c'est de prendre vraiment plusieurs points de vue. Et en fait, à la fin, tu fournis ça à Pika Labs, qui permet à vous et à nous de le faire facilement avec son iPhone. Petite démo suivante, c'est une pub McDo qui a été faite encore avec Nerf. Je vous ai dit, tout le monde s'y met. Tout le monde s'arrache ce truc. Et c'est une publicité McDo où tu rentres dans un restaurant et ils s'amusent du coup avec la caméra, avec des effets qui sont probablement impossibles à mon avis à faire tel quel, sauf peut-être avec des effets spéciaux. Mais ça, par exemple, oui, là, il passe dans la. Ça, c'est juste impossible. Oh, il est allé dans le paquet. Et donc voilà, même McDo fait des pubs comme ça. Pour ceux qui connaissent Corridor Digital, qui est une chaîne YouTube américaine où ils s'amusent beaucoup avec des effets spéciaux, qui sont toujours assez affûtés sur les dernières technos, ils ont aussi fait une démonstration avec aussi des vrais nerfs, puisque tout simplement ils ont trouvé un moyen de filmer la trajectoire d'une balle de nerf. Wow. Voilà. Voilà. Juste ça, en fait. Faut réaliser, si tu devais faire ça avec du matériel traditionnel, sans ce modèle-là, le seul moyen, à mon avis, c'est des drones, des bras. Ou soit un drone, ouais. Avec un très bon pilote de drone. Ouais, avec un drone FPV champion du monde. Très très chaud. Ou alors des bras, mais pareil, tu peux même pas tout faire en réalité. Vous, dès maintenant, vous pouvez déjà utiliser ça en allant sur Luma AI par exemple, et qui vous permet comme ça de faire des montages, des créations, des générations de nerfs, et de vous amuser tout simplement. Mais vous avez peut-être remarqué un truc depuis tout à l'heure, c'est que pour l'instant, tout ça, ça n'est pas de la génération. C'est juste, on prend des images du réel, on obtient des points de vue supplémentaires, etc. Pour l'instant, on n'a pas encore de génération pure d'IA, d'environnement. On a juste réussi à passer d'une photo ou d'une vidéo, d'un truc existant, à le faire en 3D. Mais là, on n'a pas fait juste un prompt. C'est ça. Mais en fait, il y a un problème. Parce que ce qui fait que les scènes Nerf ont des rendus aussi réalistes, c'est que en fait, on leur fournit plusieurs points de vue. C'est-à-dire que vous avez vu, à chaque fois, on donne une vidéo en input. Alors, certes, c'est moins demandeur que de la photogrammétrie, etc. Mais c'est la base du truc. C'est ça qui donne ce rendu ultra réaliste. Nous, si vous réfléchissez à notre problème, on n'en a qu'un seul. Midjourney, il donne jamais qu'un seul point de vue sur ton objet 3D ou sur ton environnement de ton prochain jeu vidéo. C'est d'ailleurs un peu embêtant, même quand on fait de la 2D, qu'on veut changer quelque chose sur une image, souvent on n'y arrive pas, ou alors il faut passer. Exactement. Et bien la solution pour régler ce problème, c'est Google qui l'a trouvé en 2022. C'est notamment Dream Fusion, qui était leur premier modèle. Il y a aussi OpenAI qui a sorti Point.E. Depuis, vous vous doutez que ça a été encore amélioré. Mais ils ont trouvé une solution à ce problème pour, à partir d'un seul point de vue, de quand même tirer parti du Nerf pour
générer des représentations 3D hyper qualitatives. Alors, comment ça marche? D'abord, je demande à Midjourney ou à Stable Diffusion un chiot en 3D. En 2D. Un chiot... Une image de chiot. Exactement, une image de chiot, tout simplement. Et après, avec ça, je vais entraîner un autre modèle. Donc en gros, je vais utiliser un modèle de diffusion pour vérifier que mon nerf se rapproche du but. On dit que la fonction de perte, donc la loss function, qui est utilisée, mon nerf, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de guess des points de vue alternatifs. Je lui donne en input mon chiot de face. Il va essayer de guess les vues de côté, le chiot exactement. Et on va vérifier si ça correspond au prompt. En gros, à quel point cette génération de côté, qui va au début être difforme et dégueulasse, hein, à quel point ça ressemble à un chiot de côté. Ouais, c'est super malin. Non, c'est hyper malin, franchement. Quand tu captes le truc, c'est génial. C'est littéralement transposer les connaissances 2D vers de la 3D. Vous vous doutez bien qu'après les premiers essais de Google, qui sont techniquement intéressants, mais en fait, dans les résultats, vous allez voir, les objets, ils sont pas dingues. Tu vois des petits ratons laveurs, des petits renards. C'est un bon début. Et ben depuis, vous vous doutez, c'était en 2022, à savoir l'Antiquité finalement. Et depuis, ça a été encore énormément amélioré. Notamment, il y a l'Imagenny qui vous permet de générer d'autres objets super quali. Vous voyez qu'on a encore franchi un petit cap et où ça commence à vraiment se rapprocher d'assets que tu pourrais acheter en tant que développeur de jeux vidéo, tu vois. Ouais. Sous vos yeux, en temps réel, un petit modèle 3D qui a été généré entièrement. Et là, on commence à se rapprocher de quelque chose de sympa. Mais il faut se dire que voilà, c'est une génération super facile. Et en gros, eux, ça c'est un peu pour te mettre l'eau à la bouche. Derrière, ils ont des moyens d'améliorer ces modèles. Ils ont des générations bien plus qualitatives où tu vas payer $1 par exemple. Et pour le coup, ça prendra 30 minutes à générer, mais tu obtiendras des assets vraiment super qualitatifs en haute résolution, etc. Un des derniers qui n'est pas encore sorti, si tu as déjà vu des blenders et des trucs comme ça, que tu trouves ça très cool, mais que c'est un peu hors de portée et que tu as pourtant besoin de te générer des trucs, et ben tu peux te tourner vers Spline 3D qui est bien plus accessible, mais quand même assez puissant et qui te permet de générer de la 3D optimisée pour le web derrière. Donc tu peux dans ton site web, intégrer ta 3D animée avec même potentiellement des interactions ou des choses comme ça. C'est vraiment très très stylé. Et ils ont teasé une version augmenté de leur outil qui te donne accès à un champ de texte, à un prompt, quoi, et où tu peux non seulement générer des modèles, enfin voilà, des cubes, des trucs complexes, mais aussi interagir avec et les modifier. Donc par exemple, ils te font la démonstration où ils demandent 8 cubes alignés dans une grille. Voilà, j'aimerais une grille avec 8 cubes, et après juste en dessous, j'aimerais qu'il soit maintenant ordonné de manière aléatoire. En vrai, là, on commence vraiment à avoir des trucs très stylés. Alors... Et puis en plus, par des services qui savent faire de l'UI et de l'UX. Ouais, c'est ça. Du coup, ça donne envie. Ils savent impacter le truc pour que ce soit vraiment agréable à utiliser. Il faut s'inscrire pour l'avoir, mais j'ai trouvé aucune démonstration réelle qui permettrait de valider que c'est pas de la poudre aux yeux. C'est ça moi, j'ai toujours un peu de méfiance parce que entre parfois la publicité et ce que tu obtiens à la fin, il peut y avoir un gap. Ou pas, suivant les boîtes qui se créent des bonnes réputations, etc. Mais clairement, l'évolution en 1 an et demi est complètement hallucinante, où on est passé de n'avoir aucune foutue idée qu'on pouvait générer des visages en 2D à être capable d'avoir des assets super qualitatifs. Vous avez même fait des petits essais. J'ai vu une couronne de fleurs, par exemple, des trucs comme ça. Et ce qui est fou, c'est le timing. Nerf, je crois que c'est 2020, la publication. Ce que tu as dit, la Dream Fusion, c'est 2022. Ouais. Donc ça, vraiment, ça a l'effet Midjourney ou Stable Diffusion. C'est que vraiment là, on est au tout début de la courbe. Là. Préparatoire 2020, alors que les modèles de langage et de diffusion, c'était plus 2017, on va dire. Donc on a vraiment le même schéma. C'est très marrant à observer. Il y a une dernière question qu'on peut se poser, c'est OK, là les modèles, ils ont été conçus. Il y a les premières démos, mais qu'en disent les pros ? Parce que nous, on est là en mode c'est cool, c'est sympa. Ça se trouve, on se rend pas compte et c'est inexploitable dans un jeu vidéo, etc. Et on a voulu justement obtenir des réponses. Et Mathieu, tu as posé la question. Alors c'est pas statistiquement, ça valide pas les quotas. Ce n'est pas une étude. Les méthodes des quotas. Ça n'est pas une étude. Dans mon entourage, j'ai des gens qui se font soit de la 2D, soit de la 3D, etc. Donc j'ai voulu un peu leur demander, j'ai demandé à plusieurs d'entre eux, ce qu'ils en pensaient en fait de la génération 3D par IA. Donc l'outil qui est le plus ressorti, c'est Loopa, justement, qui est celui visiblement le plus abouti actuellement dans l'industrie et aussi le plus utilisable facilement, parce que quand tu es un designer, t'es pas non plus un développeur en intelligence artificielle, donc ça compte aussi. Et ce qui est marrant, c'est que des échos que j'ai eus, ils m'ont dit que c'était pas vraiment utilisable en production quand tu as un client et que tu dois lui fournir un environnement 3D, parce que en fait tu perds plus de temps à chercher à bouger tes prompts que finalement à le faire directement, et que si tu as des retours clients à adapter, en fait c'est super compliqué à adapter parce que t'as pas accès au tout le mesh, ce qu'ils appellent le maillage en fait de l'objet avec tous ces points 3D. J'imagine que quand tu conceptualises ta propre maison en 3D, le logiciel a connaissance des éléments indépendants. Donc tu es capable de bouger l'emplacement d'une fenêtre ou l'épaisseur d'un truc. Alors que là, ce que tu obtiens, c'est le mesh complet qui n'est potentiellement pas du tout conscient de qu'est-ce qui s'arrête, à quel endroit, C'est ça, mais tu peux quand même faire chaque objet indépendamment. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que déjà, c'est actuellement,
et que dans 2 ans, ça sera sans doute pas du tout la même limonade et que potentiellement, on m'a dit que ça pouvait complètement tenir la route dans 2 ans. Ce qui m'a un peu amusé, c'est que j'ai trouvé cette réaction, en fait, au final, pas du tout étonnante. Parce que c'est une réaction qu'on a un petit peu dans toutes les industries qui sont touchées par l'IA. Et surtout, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas ces personnes qui vont en premier lieu s'accaparer ce genre d'IA. Nous, on a un exemple dans l'équipe qui est incroyable, c'est Mika, notre monteur. Il est monteur, il est pas du tout développeur, mais depuis que sur ChatGPT, on peut coder des choses, c'est devenu un développeur en herbe, alors que potentiellement, le dev de notre équipe, il utilise un peu Copilot ou quoi, mais potentiellement beaucoup moins que Mika, notre monteur, qui est complètement néophyte en code. Lui, ça a changé sa façon de fonctionner. Il s'est dit, en fait, je peux me mettre à coder alors que je savais pas du tout. Contrairement à quelqu'un qui sait déjà coder, ça va lui apporter un petit truc en plus, mais pas tant que ça. Ce raisonnement, il est complètement généralisable à ces environnements 3D. Et donc là où ces outils de génération d'objets 3D et de génération d'environnements 3D sont intéressants, c'est pas forcément pour les designers 3D depuis 10 ans qui ont dans leurs clients. En fait, ça va changer la donne pour 2 types de personnes, selon moi et selon les discussions que j'ai pu avoir. Premièrement, c'est tous les gens qui ne savent pas du tout faire de 3D, c'est-à-dire nous. Tu dois faire un jeu vidéo en un week-end, potentiellement tu as besoin de générer 50 assets pour 50 objets, tu as juste une liste de tes 50 objets, et bah tu te fais pas chier, tu lances une moulinette, ça te génère 10 versions par objet, et bam. Ouais. Et en fait, jusqu'ici, on se disait même pas, je vais pouvoir intégrer des objets 3D à un projet ou à ce que vous voulez, et ça peut-être que demain, ça va être complètement possible, même à nous qui ne sommes pas du tout designers 3D. Et il y a un deuxième cas, et je voulais en parler parce que j'ai trouvé ça super intéressant. La typologie de personnes à qui ça a le plus servi, c'est aux artistes 2D. Que ça soit des illustrateurs, des gens qui font des montages photos, des interfaces utilisateurs. C'est qu'en fait, ces artistes 2D, ils vont avoir besoin de références en 3D. Et en fait, jusqu'ici, soit ils avaient un peu des notions en Blender, donc ils pouvaient le faire, soit on m'a raconté qu'il y en a qui utilisaient Minecraft ou les Sims pour faire ça. D'accord. Et en fait, ça change complètement la donne pour ces gens parce que ça fait de l'idéation, des refs à l'infini. Tu vas sur Luma, tu crées ta chaise, tu peux directement avoir un modèle de ta chaise, tu peux dessiner ton illustration de façon beaucoup plus simple. Et donc du coup, c'est typiquement ce genre de personne très très hypée par Spline Prompt là qu'on a vu. Moi j'avoue pareil, pourtant j'en aurais rien à faire, mais j'ai juste envie d'avoir accès à ce truc là. Le jouet est très très marrant. Mais il y a un truc très important, c'est qu'il y a une nouvelle techno qui est apparue à l'été 2023. Ça a moins d'1 an, et en plus ça vient d'un labo français de l'INRIA. Je m'y attendais pas quand j'ai vu ça. Et ça s'appelle le 3D Gaussian Splatting. Pour faire très simple, c'est exactement le même principe que Nerf, mais en différent. Cette méthode qui fait la même chose que Nerf est plus optimisée, aussi précis, voire parfois un peu plus, mais c'est plus sur en fait la rapidité à effectuer le calcul où ça va être très intéressant. On va pouvoir voir une vidéo qui compare Nerf et le Gaussian Splatting. Vous allez voir la vidéo, bon, on voit quelques différences, mais c'est pas flagrant. Donc ça c'est Nerf, avec Gaussian Splatting à droite. Voilà, donc on voit des petites différences, mais on se dit ok, c'est 2 façons de faire différentes. En gros, training time et rendering time, on est passé de 4h30 à une demi-heure et de 15 heures de rendering time à 90 secondes. Donc ça fait la même chose, mais d'une façon beaucoup plus efficace. À tel point, aujourd'hui, ils disent qu'ils sont capables de faire ce genre de rendu en temps réel pour du 1080p à 30 fps. Ce qui est absolument incroyable. Et donc en fait, cette technologie qui est toute récente, été 2023, donc qui n'a pas encore été trop implémentée dans des services type Luma, et ben ça promet de très belles améliorations. Du très lourd. Très lourd. Et à propos de boîtes françaises qui font rêver, on avait parlé il y a peu de temps de Mistral, le nouveau géant français de l'IA. Si vous voulez comprendre en quoi cette boîte est révolutionnaire et pourquoi tout le monde ne fait que parler de leur levée de fonds à 2 milliards, eh ben allez voir cette vidéo, on vous explique tout.